Toru Iwatani est un jeune japonais de 22 ans. En 1977, à la fin de ses études, il est engagé par la société Namco. Cette dernière a acquis la division nippone de Atari quelques années plus tôt. Et en voyant le succès qu'ils ont à distribuer des jeux d'arcade comme Breakout, ils se disent qu'ils ont peut-être intérêt à créer leur propre jeu vidéo. Tiens, une petite anecdote. Breakout a été programmé par un certain Steve Wozniak, avant même la création d'Apple, en suivant la conception de Nolan Bushnell lui-même, le fondateur d'Atari, et Steve Bristow. Mais revenons-en à Namco. Toru Iwatani vient d'arriver dans la société, et ce dernier rêve de développer des flippers pour son employeur. Mais la direction de Namco refuse à cause d'une histoire de brevet. À la place, on lui propose d'intégrer la division de développement de jeux vidéo, mais on lui suggère de développer un jeu qui reprend quelques concepts et idées des flippers. À l'aide du développeur Shigeshi Ishimura, il travaille et sort une borne d'arcade pour le jeu GB en 1978. On retrouve un peu le côté flipper dans l'agencement du jeu, mais c'est avant tout un casse-brique, comme Breakout. Le jeu n'a pas le succès escompté, mais il se vend quand même raisonnablement bien. Et Namco commence à se faire un vrai nom sur le marché des machines d'arcade. En 1979, ils sortiront 2 suites à ce jeu, conçues toujours par Iwatani, Bomb B et QTQ. Mais Iwatani est assez déçu du monde des jeux vidéo. Dans les salles d'arcade, on ne rencontre guère que des garçons, et l'objectif de la majorité des bandes installées est de tuer de l'alien. Il aurait aimé voir un endroit plus accueillant pour les femmes ou les couples, un endroit dans lequel on puisse se promener et jouer plus paisiblement. Il se dit que concevoir un jeu qui séduise les femmes est un énorme avantage. Il commence à chercher un jeu qui tourne autour de la mode et du romantisme. Mais il se dit que, et bonjour le cliché, les femmes aiment aussi beaucoup manger, ou en japonais, taberu. Au niveau de la prononciation, on essaiera de trouver mieux, mais taberu. Et cette idée ne le quitte plus. Taberu et manger seront les concepts de son jeu. En travaillant les idées autour de ce concept, il attrape une part de pizza et la porte à sa bouche. Son regard se pose alors sur la pizza encore dans la boîte et il a une révélation. Le personnage pourrait ressembler à cette pizza à laquelle il manque une part. L'histoire est mignonne, mais Iwatani reconnaîtra en 1986 qu'elle n'est que partiellement vraie. Il travaille déjà sur un personnage construit autour de l'idéogramme Kuchi, qui veut dire bouche. Encore une fois, phonétiquement c'est plutôt... À la même époque, Namco travaillait sur la conception d'un jeu appelé Galaxian, et prévu pour fonctionner sur un écran entièrement en couleur. Et le travail fait par l'équipe de Galaxian va lui permettre de lui aussi profiter de la couleur. Alors, j'ai pas trouvé d'où venait l'idée du labyrinthe, mais il est possible que ça vienne du jeu Head-On de Sega, dans lequel on pilote une voiture dans des pistes rectangulaires pour y consommer des petits points présents au milieu de la piste et en évitant la voiture pilotée, elle, par l'ordinateur, consommant également les petits points présents sur la route. Mais pour Iwatani, simplement mettre un autre glouton dans le labyrinthe de son jeu risque de faire un jeu finalement assez peu intéressant à jouer. L'idée va donc venir de son jeu QTQ, dans lequel 4 petits fantômes étaient présents. Mais il faut animer tout ça. Et un problème se pose. Le mouvement des fantômes. Vu qu'ils apparaissent à peu près au même endroit du labyrinthe, et qu'ils vont chercher à attraper le héros, ils vont prendre le même trajet. Et ça risque de ne pas être très varié. L'équipe de développement va alors avoir une idée géniale. Au lieu de n'avoir que 4 fantômes anonymes, il devient nécessaire de leur associer une personnalité et une manière de courir après le joueur qui leur est propre. Et tant qu'à faire, autant les différencier aussi à l'écran. Ce qui va donner naissance à Blinky en rouge, Pinky, une demoiselle en rose, Inky en bleu et Clyde en orange. Blinky va chercher à minimiser la distance entre lui et le joueur. Pinky, lui, va viser un peu en avant du joueur, 4 cases en avant du joueur. Mais une erreur dans la représentation des coordonnées de la case à viser fait que quand le joueur se dirige vers le haut, Pinky se décale également de 4 cases vers la gauche et lui fait complètement rater sa cible. Inky, quant à lui, a un des mouvements les plus intéressants. Au lieu de viser le joueur, il va chercher une position dans laquelle il sera entre Blinky et le joueur, afin que ce dernier soit attaqué des 2 côtés. Et Clyde, c'est le plus peureux de la bande. Il va viser le joueur, mais quand il est proche de lui, il va régulièrement faire demi-tour pour chercher à se cacher. D'ailleurs, l'étude de ces mouvements permet de trouver un endroit dans le labyrinthe qui permet de donner un peu de repos aux joueurs, les fantômes n'arrivant pas à l'attraper en raison de leur personnalité. Je mets en description une vidéo qui montre la logique derrière ces mouvements, mais malheureusement, elle est en anglais. Enfin, pour corser le tout,
Les fantômes ne vont pas faire que chasser le joueur, mais ils vont également passer par des phases où ils vont chercher à joindre un angle du labyrinthe, chaque fantôme ayant son propre coin. Une dernière petite chose est ajoutée dans le gameplay. En regardant des dessins animés comme Popeye, Iwatani se dit que le joueur pourra avoir un bonus de force avec des pastilles spéciales, stratégiquement positionnées dans les 4 coins du labyrinthe. Tout comme Popeye avale ses épinards et devient plus fort que ses ennemis, le joueur va pouvoir croquer les fantômes pendant quelques secondes. Et ces derniers devront retourner à l'endroit où ils sont apparus initialement. Le jeu est quasi complet, avec de nombreux niveaux et des variations dans les comportements entre les niveaux. Il ne manque plus qu'un nom. Comme tout tourne autour de manger, notre héros est donc un glouton, et on peut l'appeler Pac-Man. Le jeu va prendre 17 mois à être réalisé, ce qui a constitué un record de temps de développement pour l'époque. Le jeu est lancé le 22 mai 1980 à Shibuya. Le nom a un peu changé puisque Pac-Man est passé à Puckman. Et le jeu plaît. Il commence à se vendre correctement au Japon. Vous noterez que je dis correctement car c'est pas le plus gros jeu de Namco et que Rally X, également par Namco, à la même période, marche nettement mieux au pays du soleil levant. Mais la décision est prise de vendre également Puckman aux États-Unis. Pour la version américaine, les noms des fantômes vont être adaptés. Je vous ai d'ailleurs donné les noms américains. Le nom du jeu lui-même doit également impérativement être changé. Car avoir une borne d'arcade nommée Puckman dans un lieu fréquenté par des jeunes, c'est être sûr de voir la borne vandalisée et le P transformé en F. Du plus mauvais effet pour des endroits et un jeu qui se veulent family-friendly. Le jeu devient alors Pac-Man. Mais aux États-Unis, le jeu ne se vend pas du tout comme au Japon. C'est un véritable raz-de-marée, il se vend comme des petits pains. Et là, mission accomplie. On commence à voir apparaître des femmes et des couples dans les salles d'arcade. On commence à voir apparaître plusieurs générations qui tournent autour de la borne de Pac-Man. Le jeu sera également adapté sur des micro-ordinateurs de l'époque et sur quelques consoles, comme la Atari 2600 par exemple, mais l'adaptation est très médiocre, les fantômes clignotant sans arrêt à l'écran en raison des limitations matérielles de la console par rapport à la borne d'arcade. Cependant, cette adaptation s'est quand même plutôt bien vendue, avec environ 7 millions d'exemplaires. On peut penser que Pac-Man a eu un grand succès en raison de la simplicité de son gameplay. C'est sans doute vrai, mais la simplicité n'en fait pas un jeu facile pour autant. Il aura fallu attendre 1999 pour qu'un joueur, Billy Mitchell, ne réussisse la partie parfaite, c'est-à-dire de finir le jeu avec le plus haut score théoriquement possible et sans perdre une seule vie. Ce qui lui a pris, pour cette seule partie, entre 5 et 6 heures de jeu et de concentration. Arrivé au niveau 256, le jeu crache par débordement d'entier, et la moitié de l'écran est alors remplie de caractères aléatoires. Itawani et son équipe n'ont pas pris la peine de faire une fin digne de ce nom, car ils ne pensaient pas qu'un joueur soit capable d'aller aussi loin. Ils étaient également extrêmement loin d'imaginer le succès de leur création. L'impact de Pac-Man a été énorme sur l'industrie du jeu vidéo. C'est, et de très très loin, la borne d'arcade la plus vendue au monde, avec plus de 400 000 bornes. D'après mes recherches, c'est le premier jeu vidéo pour lequel on a créé et vendu des produits dérivés, des dessins animés et même des séries télé. Namco a pris le personnage comme mascotte officielle. En 1982, les bornes d'arcade auraient reçu le nombre impressionnant de 7 milliards de pièces insérées dans le monnayeur. Le 21 mai 2010, en hommage à la création de Pac-Man, Google a fait un Pac-Man pour sa page d'accueil. On peut encore y jouer à l'adresse que je vais mettre dans la description. Alors voilà pour ce nouvel épisode de l'Almanach. J'espère qu'il vous a intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner ou à partager la chaîne et la vidéo. C'est la meilleure manière que vous ayez d'aider mon travail. Si vous voulez aller un peu plus loin dans l'aide à mon travail, si vous voulez participer un peu plus à la chaîne, vous pouvez financièrement participer avec un Tipeee, un Utip ou un Patreon. Les liens sont dans la description. Et si vous voulez aider mon équipement, il y a également une liste Amazon qui est présente dans la description. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao les geeks!